Amis réacteurs, bonjour, bienvenue à tous. Je vous propose aujourd'hui une interview un peu particulière, celle de Monsieur Franck Coustet. Au-delà d'une interview, c'est plutôt un témoignage sur une affaire à échelle nationale et européenne. Avant de vous proposer cette interview, je vais d'abord vous proposer un résumé de cette affaire-là. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, soyez attentifs jusqu'au bout, ça vaut le coup les amis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Tout commence en juillet 2009, lorsque officiellement, devant témoins et notaires, un de ses amis héritiers d'un couple luxembourgeois décide de le nommer héritier universel. Fort de cette donation, il décide d'aider M. Coustet dans une affaire immobilière. Cependant, cette donation ne se fera jamais, ni pour son ami, ni pour M. Coustet. Jusqu'en février 2011, moment où la veuve comprend que l'héritier n'a rien reçu et demande au notaire, celui de 2009, de relancer cette donation. Après quelques prétextes fallacieux du notaire en question, cette nouvelle demande ne sera pas effectuée. Monsieur Coustet va alors découvrir la veuve du couple luxembourgeois croupissant dans une maison de retraite, à moitié droguée, et plus important encore, à son arrivée, il va se rendre compte qu'elle a été admise simplement au crayon de bois, ce qui interroge grandement quant au protocole d'admission dans ce genre d'institut. À son arrivée, il se présente à elle, qui dans un premier temps ne le reconnaît pas. Il se rend compte également pendant cet échange avec cette dame qu'il est encerclé d'aides-soignants et d'assistants de tout genre. Lorsqu'il les interroge sur la durée du séjour de cette dame, ces personnes lui répondent qu'elle y est admise depuis 8 mois. Une fois reconnu et après discussion avec cette dame, Monsieur Coustet et cette dame relancent la donation. Le nouveau notaire, lui, mettra 7 mois à finaliser cette donation et la rendre à l'héritier. Lorsque le jour J arrive, le huissier de justice présent sur les lieux récupère tous les dossiers de cette donation, officiellement pour vérification. Monsieur Coustet, bonjour. Je suis très, très, très heureux de vous recevoir sur la chaîne React One pour cette grande interview. Avec vous, on va, à travers votre histoire, essayer de comprendre, de vous connaître et bien entendu, de résumer un petit peu l'histoire qui est la vôtre et ce pourquoi vous êtes sur la chaîne. Merci, bonsoir, merci à tout le monde. Donc effectivement, je vais peut-être me présenter et puis par la suite de cette affaire. En réalité, moi, je suis à l'époque fiscaliste international, j'ai toujours été conseil en entreprise, j'ai commencé par le marketing et j'ai fini effectivement par la stratégie fiscale à l'international. C'est en tant qu'ami, hein, c'est pas en tant que fiscaliste, je tiens à le redire, que je suis intervenu dans cette affaire. Pourquoi d'ailleurs je suis intervenu dans cette affaire? C'est que j'avais un intérêt puisque dès juillet 2009, où mon ami devrait donc recevoir à la fois donc une donation et dans le même temps donc a reçu le testament, comme quoi il est l'héritier universel, puisqu'il y a deux documents. Il y a le document de la donation et le document du testament. Moi, je vois le testament à ce moment-là, et il me dit, je vais t'aider, voilà, je vais recevoir une donation et je vais t'en faire part puisque tu m'as aidé, donc il est normal que je puisse t'aider puisque j'avais des difficultés avec cet immeuble que j'avais, qui était un immeuble dans lequel je logeais des sociétés, mais aussi dans lequel je vivais. Euh, je tiens à dire déjà que cette affaire est liée, c'est-à-dire que le fait de ne pas trouver de financement ou le fait que le financement soit trop tardé, c'est lié au fait que cette affaire avait déjà commencé sans que je le sache. À partir de là, je dois donc recevoir une donation. Elle ne se fera jamais, comme vous le dites, à juste titre. Et puis, non seulement elle ne se fera pas, mais entre les deux périodes où il y a effectivement donc ce notaire qui prend congé en octobre 2011, euh, moi j'avais retrouvé la veuve et je me rends compte en novembre 2011, je me rends compte effectivement qu'elle est droguée. À partir de là, j'avertis mon ami qui m'avait raconté beaucoup de bêtises. Il faut comprendre aussi le fait que ça a duré longtemps dans cette période à la fois de recherche, de découverte et de relance de la donation. Pourquoi? Parce que mon ami avait très peur que je le sollicite et notamment parce que lui-même avait très peur de ne pas pouvoir recevoir cette donation. Il me racontait toujours des bêtises. Voilà. Et s'il m'avait raconté moins de bêtises, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. À partir du moment où je considère que j'étais, comment dirais-je, en danger, puisque non seulement mon immeuble était attaqué, mais comme par hasard,
mes sociétés étaient attaquées. Et comme par hasard, bien entendu, qu'il n'en est pas, hein, les sociétés, on me demandait de la sécurité sociale, qui n'était pas due d'ailleurs, hein. Donc, j'essaye de surnager les problèmes, sauf que j'ai également des soucis avec les clients, des soucis dans le sens où des clients qui sont là depuis des années arrêtent leur contrat, et je me rends compte que la situation devient dramatique. C'est pour ça que je me lance dans cette affaire pour la terminer au plus vite. Moi, il n'était pas question d'argent, il n'était pas question de Juncker à l'époque, il était question de rien du tout. Il était question de pouvoir financer mon immeuble afin de rembourser la banque et de pouvoir faire les travaux, puisque les clients, les locataires plus précisément, partaient, étant donné que je n'avais pas pu faire les travaux entre 2006 et 2009. Et parce que c'est en 2009, donc vous imaginez, il y a déjà eu 3 ans. Moi, j'avais pris cet immeuble en pensant le financer très rapidement, et j'ai été financé qu'en 2008, mais seulement de la moitié de la somme. Si j'insiste sur les détails, c'est que ces détails ont une importance capitale, puisque il faut comprendre qu'en parallèle, ces escrocs criminels essayaient, bien entendu, déjà de me faire chuter. Donc en 2009, mon ami en juillet 2009 me présente ce testament que je n'ai vu qu'une fois, et il me dit: Franck, je vais t'aider puisque toi tu m'as aidé quand j'ai eu des problèmes entre 2006, je crois, 2006-2007. Je dis: très bien, Francis, c'est gentil, mais bon. Il m'a dit: non, non, je vais le faire. Bon. Et par conséquent, vous savez, entre amis, moi, je n'avais pas prêté pour un rendu, je l'avais simplement fait pour lui faire plaisir. Et puis là, donc, quand on arrive en 2011, en février 2011, donc quand j'avais retrouvé, en février 2011, quand Francis déjà avait demandé à la veuve pourquoi la donation n'avait pas été faite, puisqu'elle aurait dû être faite depuis juillet 2009, la veuve dit: c'est pas croyable, c'est pas possible, Francis. Moi, j'ai averti le notaire, donc c'était le premier notaire, hein. Entre 2009 et 2011, ça a toujours été le même notaire, c'est-à-dire Jacques Delvaux. Me dit: c'est pas possible, Franck. Elle me connaissait aussi, hein, Yvonne. Yvonne, c'était la ligatrice, hein. Alors, il y avait Yvonne et Francis. Sauf que j'avais appris en 2010 également que Francis se serait suicidé d'un coup de carabine. Il m'avait dit juillet 2010, hein, donc juillet 2010, ça faisait 1 an après qu'on m'avait promis cette donation. Et en février 2011, il faut comprendre que ça faisait quasiment 1 an et demi qu'on attendait cette donation. Donc Yvonne était surprise puisqu'elle me dit qu'elle avait payé les impôts, elle veut même relancer, elle sait très bien que je vais recevoir quelque chose, et elle me dit même: si tu veux, Franck, je refais 2 tests, 2 donations distinctes. Je dis: écoute Yvonne, très honnêtement, on a suffisamment perdu de temps maintenant, que Francis la fasse, et comme ça, je pourrai l'avoir le plus rapidement possible pour payer ce qu'il me reste à payer de cette immeuble. À partir de là, je n'aurai plus de nouvelles de la veuve, mais Francis continue à mentir en disant qu'en fait, il la voit tous les jours, donc je ne m'inquiète pas, jusqu'au moment où en fait, une première société est en faillite, tombe en faillite. Et là, je me dis: je ne peux plus durer parce que mon immeuble va également être vendu en vente publique. Donc, c'était des motivations tout à fait personnelles qui m'ont poussé dans cette affaire. Ça n'a aucune allusion, si vous voulez, avec une affaire d'État, aucune allusion non plus avec des dommages et intérêts à venir. C'était vraiment personnel, puisqu'il s'avère que mon affaire, que ma situation donc privée faisait que je voulais donc avoir mes enfants la moitié du temps, et que grâce à cet immeuble, ça me permettait tout simplement de jouer mon rôle de père à temps complet, enfin en tout cas à mi-temps, mais d'une bonne manière. Euh, En 2012, je perds cet immeuble, c'est-à-dire qu'en réalité, il est vendu en vente publique, pendant que fin 2011, je vais retrouver la veuve, et la veuve donc était dans une maison de retraite depuis plus de 8 mois, c'est-à-dire quasiment dans le même temps où je l'avais trouvée chez elle, discutant avec moi et Francis, ou Francis et moi, dans le cadre donc de cette donation. Là où elle m'avait expliqué qu'elle avait fait, qu'elle avait non seulement fait la donation, mais qu'en plus, elle avait payé les impôts de cette donation. Donc, on était allé très loin, la donation était juste à délivrer, en fait, à Francis. Donc déjà, je trouve ça euh, très bizarre, mais c'est la veuve qui me dit: c'est Yvonne, et là, je la crois. Francis, je croyais déjà un peu moins. Et par conséquent, j'attendais qu'on puisse se réveiller. Je découvre que la veuve, en novembre 2011,
n'est pas chez elle. Je recherche dans les maisons de retraite, puisque je me suis dit que si Yvonne était décédée, Francis aurait touché l'héritage et qu'on serait déjà payé et que tout serait réglé. Donc je me dis que la veuve doit traîner quelque part, mais pas chez elle, puisqu'il n'y avait qu'une porte-cloche chez elle. Donc je la retrouve parmi les 57 maisons de retraite à l'époque, et je vais la voir, et effectivement, comme vous dites, Jérôme, eh ben, je découvre cette veuve notée au crayon papier. Ensuite, je découvre qu'elle est à moitié droguée. Ensuite, je découvre que effectivement, je suis suivi tout le temps en permanence avec elle. J'ai une assistante, hein, une fille de salle. Donc, je vous dis, c'est quand même curieux, hein, qu'on soit suivi comme ça. Donc, quand je découvre qu'Yvonne est bien dans c'est même pas un hôpital, c'était en fait l'équivalent d'un EHPAD, hein, c'est-à-dire une maison de retraite, je médicalisé, je l'annonce à Francis, il me dit c'est pas possible. Donc déjà, premier point, on revient un peu en arrière, il me dit c'est pas possible. Je dis pourquoi c'est pas possible? Et il me dit j'ai téléphoné dans cette maison de retraite et je leur ai demandé justement si, si elle était là. On m'a dit non, non, j'ai donné son numéro de sécurité sociale. Ça, c'est enregistré, hein. Parce qu'à un moment donné, j'en avais tellement marre qu'il me raconte des cracks que je l'ai enregistré. Je dis, mais Francis, comment ça? Il me dit, oui, j'ai même donné son numéro de sécurité sociale, j'ai donné son adresse, et on m'a dit que cette dame n'était pas là, qu'il y avait une Linger, donc homonyme, mais que ce n'était pas cette dame-là. Bon. Donc, on dit, on va relancer cette donation. Le premier notaire avait donc repris sa retraite. Ça aussi, si vous voulez, il faut bien comprendre que lui était parfaitement au courant que la veuve était vivante. Et d'ailleurs, puisque je dis qu'elle était vivante, Francis m'expliquera, dans le même temps où je découvre la veuve et que je lui remonte un peu les bretelles, parce que j'en avais ras-le-bol qu'il me fasse. Si j'avais pas pris l'initiative d'aller voir une maison de retraite, il m'aurait fait encore gamberger pendant des mois en disant mais oui, t'en fais pas, elle est là, il manque une signature, parce que c'est ce qu'il me disait tout le temps quand même, hein, que Dieu est son âme, mais c'est ce qu'il me disait tout le temps. Donc en fait, il m'a mis en fait des bâtons dans les roues au lieu de me dire la vérité. La vérité, c'est qu'il avait perdu sa trace, c'est-à-dire que le week-end où on voit cette dame tombe dans l'escalier, elle n'aurait jamais dû en survivre, qu'il la retrouve en fait à l'hôpital juste à côté de clinique, qui est en fait à 30 mètres de cette maison de retraite Saint-Jean-de-la-Croix. Et donc, pendant un mois, il demande au notaire de terminer la donation. Et là, le notaire, et ça c'est plus important, joue toujours sur la corde sensible en disant, écoutez, attendez, elle est dans le coma, si jamais elle en sort, de toute façon, elle signera et elle sera tranquille. Si jamais elle n'en sort pas, vous aurez l'héritage, puisque vous êtes l'héritier universel. Donc oui, il ne pouvait quand même pas, comment dirais-je, il ne pouvait pas poursuivre, il ne pouvait pas non plus faire le type intéressé, surtout qu'il n'avait rien demandé depuis le départ. Donc, il n'avait rien demandé, on lui a promis des choses, il a, entre guillemets, des dépenses qui aujourd'hui l'obligent à avoir cette donation, donc il veut que ça se termine. Donc il attend. Et ensuite, il perd sa trace. Voilà. Et il a fait également pas mal de maisons de retraite, dont celle-là. Ce qui fait qu'en réalité, si vous voulez, quand je la retrouve, Francis, tout de suite, le lendemain, il va la voir, et bien sûr, il constate qu'elle est là, et moi, je constate aussi qu'elle est drôle. On relance par une deuxième notaire, Martine Venandi, donc après Jacques Delvaux qui prend sa retraite pour devenir avocat. Martine Venandi, donc, relance la donation, et puis il me dit, t'en fais pas, ça va aller vite. Donc on est en novembre 2011. Il s'est déjà passé quasiment 9 mois. À partir de là, je n'aurai plus de nouvelles. Enfin, Francis vient tous les matins prendre le café, enfin l'après-midi, prendre le café, mais voilà, c'est toujours le même baratin qui n'avance pas. Et à partir de là, donc, on est en février 2012. Francis perd sa maison, donc lui-même est victime de ça. Donc je me suis dit à ce moment-là qu'il allait peut-être bouger un peu, qu'il allait arrêter de raconter des histoires et qu'il allait bien entendu prendre un professionnel, c'est-à-dire un avocat. On n'en est pas encore là, puisqu'on est en février 2012, ça traîne encore jusqu'à mars, avril, et puis là, en avril, j'en peux plus. Donc, j'appelle moi-même la notaire, dont il ne me donnera pas le nom, donc je la prendrai par la maison de retraite, et je téléphone à la notaire en disant, vous savez, j'ai appris que, parce qu'en plus, il y avait du chantage derrière, j'ai appris qu'effectivement, la maison de retraite voulait un terrain. Si jamais vous donnez un terrain à la maison de retraite, alors que c'est Francis
qui devra hériter de tout et que Francis donc est le propriétaire de tout, je vous garantis que je porte plainte et contre vous et contre la notaire. Enfin, contre la notaire et contre la maison de retraite, pardon. À partir de là, donc, on met 2 mois pour avoir la donation. Donc, on a une date de rendez-vous le 11 juillet, le 11 juillet 2012. J'accompagne Francis jusqu'à la maison de retraite, donc au boulevard de la Liberté, qui se trouve donc à Luxembourgville. Et malheureusement, je ne suis pas convié, d'autant plus que je suis avec son épouse, l'épouse de Francis, donc on va boire quelque chose pendant que Francis donc, arrive à la maison de retraite. Ça dure une demi-heure, il revient au bout d'une demi-heure, les mains dans les poches, dépité. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh, bah, ça va, tout va bien, quoi, on l'a, enfin. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faudra encore attendre un petit peu parce qu'il y avait un notaire qui était sur place et qui nous a dit on va prendre la donation pour vérification. Il n'était pas au courant non plus que j'avais appelé la notaire entre deux, hein, donc il m'a dit de toute façon je vais voir, on va m'appeler. 2 jours plus tard, ou le lendemain, ou 2 jours plus tard, en fait, c'est la police qui prend le relais. Et la police dit écoutez, je voudrais vous entendre. Donc, ça se trouve d'ailleurs là-bas au siège près de chez Namur. Et la police commence à l'interroger en essayant de le criminaliser, en disant oui, vous avez convenu avec Martine Vélandi de faire un plan. Vous êtes fou, quoi. Je dis, je suis l'héritier. Qu'est-ce que je vais voler mon propre argent? Ça va pas, quoi. Il dit non, il dit ce qui se passe, c'est que la notaire a mis plus de 6 mois, ouais, c'était 7 mois, 8 mois, et que j'ai toujours pas ma retraite, j'ai toujours pas la donation aujourd'hui. Et la police donc commence à enquêter, va d'ailleurs entendre Yvonne, qui bien entendu toujours d'équerre, et qui dit oui, oui, Francis est l'héritier. D'ailleurs, le testament se trouve dans le coffre-fort de mon mari. Donc la police mandate donc un homme pour ouvrir, un technicien pour ouvrir un coffre-fort, et puis tout le monde est présent, c'est-à-dire justement en fait la police, Francis, l'huissier, un huissier sur place et le perceur. Et là, on découvre donc le testament, il découvre le testament et la police dit je le prends parce que ça fait partie, bien entendu, de vos papiers. Donc la police comprend bien qu'il est l'héritier. Il commence à dire à Francis que la notaire donc a volé 12 millions d'euros. Qu'elle était en fait sous surveillance. Alors ça, j'y crois pas du tout. Hein, c'était nous qui étions sous surveillance. Mais à l'époque, c'est ce que dit la police. Elle était sous surveillance. Que votre ami a appelé. Alors comme je ne lui avais pas dit, là, il y a de la crédibilité. Que votre ami a appelé en la menaçant. C'est pas vraiment ça. J'ai dit simplement que j'allais porter plainte si jamais la notaire donc donnait un terrain, puisqu'elle voulait céder un terrain à la maison de retraite qu'il avait réclamé pour soi-disant arranger les angles. Et donc, la police voulait savoir quel rôle j'avais. Je dis, écoutez, mon ami m'a aidé, je vais l'aider. Et donc, il commence aussi à essayer de me charger, à me traiter de gens de justement faillitaires peu scrupuleux. Et j'ai trouvé ça très bizarre. Ils m'ont jamais interrogé. Hein. Ils ont chargé un peu la bête avec Francis. Mais Francis, il dit pas du tout, c'est quelqu'un de très bien. Enfin bref, il a eu des soucis parce que justement, j'avais promis et que ce n'est pas arrivé en temps. Donc là, la police dit, écoutez, on va vous le rendre en une seule fois. Donc, on va regarder tout ce qui se passe. Et il revient me dire la même chose en me disant, ils rendront la donation en une seule fois, c'est-à-dire ce qui était connu au moment des faits, c'est-à-dire déjà 23 millions d'euros, plus les 12 millions que la notaire avait volés. C'était déjà dans des sommes énormes. Hein. Et je dis, mais pas du tout, Francis. Je dis, normalement, il devrait te rendre la somme qui était convenue donc, au moment des faits, c'est-à-dire le jour où tu devais recevoir cette donation, c'était les 23 millions, et le reste, tu dois l'avoir, ils doivent le mettre sur un compte séquestre jusqu'à la fin de l'enquête. Mais une fois de plus, il ne m'écoutera pas. Et je lui dis maintenant, tu prends un avocat. Oui, 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 oui. Ça, c'était Francis. Oui, 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 oui. Puis il ne faisait rien derrière. Donc, on attend encore. Et puis, un mois plus tard, je me rends compte qu'ils le font tourner bourrique en faisant croire que tout simplement, il n'y a pas d'OPJ, c'est-à-dire d'officier de police judiciaire, qui soit capable de lever les scellés. Donc, je fais une plainte, là,
mais je l'adresse au procureur général à qui je vais porter directement dans son bureau. Je dis quoi? Je dis qu'en fait, on doit attendre une donation, qu'une notaire a volé et qu'il serait temps que cette affaire se règle. Et je dépose sur le bureau donc, du procureur général, Robert Beaver, à l'époque, le 16 août 2012, cette plainte. Et bien entendu, il m'en donne copie avec un tampon du parquet général. À partir de là, un mois plus tard, c'est là où l'affaire prend un tournant politique, puisque c'est François Bilgen, qui est à l'époque ministre de la Justice, qui prend attache auprès de Francis en disant « Je veux vous voir ». On est le 14 septembre où Francis doit aller là-bas, doit aller donc au ministère de la Justice, et là, donc, François Bilgen dit « Écoutez, la notaire a volé, c'est très mauvais public sur la place, on ne veut pas de scandale. Donc, de toute façon, votre ami Franck Coustet, il aura également une indemnité. Il pourra rabattre sa deuxième faillite, parce qu'il y avait une deuxième société qui avait été entraînée par la première qui n'avait plus de liquidité. Il pourra rabattre cette deuxième société, enfin cette société, et dans tous les cas de figure, bien entendu, vous aurez également une indemnité s'adressant à Francis. Donc moi, je devais recevoir une indemnité, rabattre ma faillite, et lui, il devait également recevoir une indemnité. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il partait en vacances. Ne dites pas que cette idée vienne de moi. Il partait en vacances pendant un mois et on va faire le nettoyage. Le nettoyage qu'il voulait faire, en fait, c'est d'éliminer Francis, hein, soyons très clairs. Un mois plus tard, donc Francis n'en peut plus, il téléphone au ministre, et là, Juncker vient rejoindre Bilgen en disant la même chose, en disant « Vous en faites pas, on est toujours en train de nettoyer. » Oui, c'est comment ils ont nettoyé. Et puis, ça continue comme ça. Jusqu'au mois de mars 2013, où en fait, là, donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que devient ma société puisque je n'avais plus de nouvelles? Et donc, je regarde en fait sur les faillites et je découvre que ma société est en faillite. La notaire, elle avait jusqu'à la fin de l'année, comme disait Bilgen, pour vendre son étude, donc je l'appelle, et il s'avère que la notaire était toujours là. Donc là, je me dis, ils se sont foutus de sa gueule. J'attends que Francis arrive, donc comme tous les jours, pour me raconter des cracks d'ailleurs, et je lui dis, Francis, ça suffit, maintenant, ça suffit. Ils prennent pour un con. Ma société est en faillite, et quant à la notaire, elle est toujours en fonction. Alors là, il est un peu surpris, il me dit, de toute façon, j'ai vu avec mon épouse, ça suffit. Maintenant, j'ai décidé, j'ai demandé à Juncker de porter plainte. L'après-midi même, Francis aura un accident, c'est-à-dire qu'un bus de la ville de Luxembourg rentrera dans la voiture en épave. Lui, il était cardiaque, il aurait pu en mourir. Finalement, c'est sa femme qui aura 3 vertèbres déplacées. Et je le ramène, et là, je lui dis, Francis, tu sens ce qui se passe là ou pas? Et lui, il dit, oui, c'est quand même curieux, hein. Oui, je dis, c'est curieux, c'est pas plus que curieux, c'est quand même là criminel. Il n'écoutera pas, une nouvelle fois. Et donc, tu me dis, de toute façon, donc j'ai rendez-vous demain avec Juncker et le procureur. Lui ne savait pas au départ qui il allait voir. Finalement, c'est le procureur général. Et moi, je lui dis dans le même temps, tu prends les photocopies que j'avais faites de mes plaintes. Pour vous donner le cadre, il me dit, mais à quoi ça sert? Ils les ont déjà. Donc, je dis, tu m'énerves, tu vas prendre les plaintes et tu vas arrêter de me contredire parce que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est de la merde. Je lui dis très clairement, en étant très vulgaire parce qu'il m'énervait, parce qu'en fait, on voyait qu'il comprenait déjà plus, quoi, et que j'aurais dû être beaucoup plus ferme et que je laissais aller parce que c'était à lui, bien entendu, et que j'avais rien à voir là-dedans, sinon je devais recevoir quelque chose. Mais je me rendais compte qu'en fait, il me mettait dans un embarras et dans une difficulté également très importante. Et lui, en fait, il faisait confiance qu'à des gens. En réalité, donc, il rencontre très vite le procureur général, Robert Beaver. Il dit à Robert Beaver qu'il a fait qu'il veut que ça se règle, sinon il porte plainte, il veut porter plainte. Robert Beaver lui dit, mais attendez, pourquoi vous voulez porter plainte? Vous savez, une plainte, ça dure 1 an et demi. Là, il dit, attendez. Franck Coustet a déjà fait les plaintes et il lui montre le paquet de plaintes. Le procureur regarde, puis d'un seul coup, il tombe sur le tampon, le fameux tampon du parquet général. Il commence à regarder et puis il dit, mais il dit 1 page, 2 pages, 3 pages, il lève la tête, il dit, mais cette plainte, elle aurait dû atterrir sur mon bureau. J'en ai pas eu connaissance. Alors, il dit, écoutez, je découvre cette plainte, très curieusement. Revenez demain, j'en saurai plus. Le lendemain, mon ami revient. Là, Robert Beaver, donc procureur général, fait une tronche dépité.
Il dit, écoutez, j'aime mon pays, alors on va rendre l'argent et on va en rester là. Voilà scrupuleusement ce qu'il dit. À partir de ce moment-là, on apprend que ce n'est plus 35 millions d'euros, mais plus de 125 millions d'euros qui ont été détournés par une famille, par la famille grand-ducale, par Juncker, par Bilgen, donc tous les politiques qui se sont servis, qui sont gavés. Hein. Et bien entendu, si on sait ces sommes, c'est que mon ami doit signer comme quoi eux vont rendre l'argent et que lui-même, il ne va pas porter plainte. Moi, je ne suis pas convié, alors que j'avais déjà un intérêt à agir, puisqu'entre-temps, Francis m'en mettait plus, puisque j'avais davantage de préjudice. Donc, j'aurais dû normalement participer à ces signatures pour dire que j'étais également d'accord. D'ailleurs, Juncker avait tout prévu, puisqu'il avait même prévu que je ne puisse pas faire de recours en faisant signer Francis. Voilà. Sur lequel, d'ailleurs, moi, j'ai rien signé, j'aurais continué malgré tout mes plaintes, hein, je vous le dis, si je n'avais pas été satisfait. Mais c'est vrai qu'à cette époque, je serais resté très, comment dirais-je, soumis, parce que j'étais soumis à Francis, parce que tout simplement, c'est lui qui avait la main. Donc, on continue, sur toutes les personnes qui ont signé, jusqu'au moment où, effectivement, en juin 2013, Jean-Claude Juncker doit démissionner, puisqu'une autre affaire d'État arrive, Baumler, l'affaire Baumler, et là, il ne peut plus rien faire. Donc, il ne peut plus agir, sinon que faire les opérations courantes. Et il dit, c'est pas grave, de toute façon, il viendra me manger dans la main, en disant qu'il va être réélu, donc, Premier ministre du Luxembourg. Donc, Jean-Claude Juncker pense qu'il va être réélu Premier ministre. On attend le mois d'octobre 2013, mais là, grosse surprise, ce n'est pas Jean-Claude Juncker qui passe, mais Xavier Bettel. Lui, ancien Premier ministre et surtout Premier ministre depuis plus de 18 ans, hein, en suivant, il est battu. Donc là, je comprends très bien qu'il va se passer des choses, parce que forcément, ils ne vont pas pouvoir négocier. Forcément, cette équipe donc n'aura plus les manettes. Et je demande la protection policière en France pour 4 familles qui peuvent être témoins de cette affaire. Voilà. C'est-à-dire la famille Bach, la famille et la mienne. Après ça, si vous voulez, il se passe du temps. Xavier Bettel fait dire que de toute façon, il ne négociera pas plus que ce qui reste, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, il ne se passera rien. Moi, je commencerai à en mettre en demeure tout ce petit monde, c'est-à-dire famille grand-ducale, le grand-duc de Luxembourg, Jean-Claude Juncker, François Bilgen, en disant « Donnez, sinon je poursuis ». Dans le même temps, je fais un mail au procureur général en disant « Êtes-vous sûr de vouloir couvrir un meurtre et 2 tentatives d'assassinat ?» Parce qu'il était évident déjà à cette période-là que j'avais compris une chose, c'est que M. François Huizenninger n'avait aucune raison de se suicider, même si c'était 1 an après, et que la veuve n'était pas tombée dans l'escalier par hasard, et qu'en moins que Francis avait eu cet accident par le bus de la ville de Luxembourg à Luxembourgville, de manière anodine, de manière accidentelle. Donc j'avais déjà compris ça. Je l'avais déjà fait un mail au procureur général au mois d'octobre 2013, je réitère mon mail en mars 2014. Et je dis, si vous continuez comme ça, il va se suicider. Et je dis aussi que, bien entendu, M. François Huizenninger n'était pas mort par hasard. Là, je commence à avoir depuis quasiment, alors de manière active, parce que c'est arrivé bien avant, hein, bien avant 2009, mais je commence à avoir des accidents qui n'en sont pas des actes criminels de plus en plus redondants. Donc, on arrive, si vous voulez, en avril-mai. En mars, déjà, il dit on n'aura rien. Je dis, si on n'a rien, moi, je porte plainte. J'avais le mandat de Francis, entre-temps, qui me donnait donc tout pouvoir pour agir. Moi, à cette époque-là, j'avais également donc mes créances, c'est-à-dire toutes celles qu'il m'avait non seulement dites au téléphone par oral, mais aussi par oral et par écrit. Donc, j'en avais plus que lui. Et j'avais fait donc un certain nombre de plaintes en France qui n'avaient pas abouti puisque je n'avais pas de réponse. J'ai décidé donc tout simplement d'aller porter l'affaire auprès du juge d'instruction de Luxembourg.
quand je me constitue partie civile, c'est-à-dire que comme j'avais fait des plaintes qui n'avaient pas abouti, je donne les plaintes et je dis, bon, maintenant je me constitue parce que j'ai un intérêt à agir. Elle avait 3 CD dans lesquels elle avait donc non seulement les créances écrites, mais les créances orales. Donc elle n'a pas dit que j'étais recevable. Quand je dis recevable, c'est que soit elle jugeait que l'affaire n'était pas crédible et elle jugeait tout de suite irrecevable et l'affaire était classée, soit elle jugeait que je n'étais pas recevable au motif que je ne défendais pas mes intérêts et elle l'a classé, soit effectivement donc elle juge que c'est recevable tant sur les motifs qui sont graves, mais aussi que j'ai un intérêt à agir, ce qui était le cas, et elle dit c'est recevable. C'est pour ça que sur le net, on peut le trouver, il y a une ordonnance de consignation pour laquelle j'ai payé 250 € et pour laquelle j'ai déposé donc des documents, tous ces CD, et également donc un petit dossier dans lequel je dis, en résumé, qui est d'ailleurs sur le Chrome Bunker, ces 2 pages sont essentielles, je dis non seulement il y a eu des détournements énormes, mais il y a eu des accidents plus que suspects. Quand vous entendez ça par un procureur ou un juge d'instruction, c'est immédiatement une enquête criminelle qui est ouverte. Il faut savoir simplement, parce que effectivement le but c'est aussi de donner le droit, il faut savoir que quand vous faites une plainte, même en anonymat, à un procureur de la République en disant attention, je ne suis pas certain que ce soit un accident, le procureur de la République en France ou ailleurs est obligé, en tout cas il doit bien entendu faire une enquête criminelle. Vous comprenez? C'est pas simplement de dire au bon vouloir de. Non, non, là il est obligé de faire, de vérifier au moins mes dires. Quand bien même je serai anonyme. J'ai jamais été anonyme. Hein. Moi, j'ai montré mon adresse, mon nom, mon prénom, mon adresse, et j'avais aucun problème, effectivement, à dire les faits, hein, et puis à les énoncer, et puis surtout, j'allais dire, à m'identifier. On est donc en 2014. Je laisse travailler quasiment 1 an le juge. Je suis victime, encore une fois, quasiment tout le temps d'actes criminels. Je fais très, très attention. Jusqu'au mois de juin où j'écris au juge d'instruction. Le juge d'instruction ne me répond pas. Je réécris au juge d'instruction au mois d'août. Oui, d'août. Et je viens donc en mois de septembre. Là, j'ai le bureau du juge d'instruction qui me dit on termine d'ici 1 mois, vous pourrez aller au parquet. Très bien. Donc, je rentre à Tournai, où je vivais, puisque je vivais en Belgique, et je reviens 1 mois plus tard pour pouvoir voir le dossier. Là, je découvre que le dossier donc est au parquet, mais qu'on ne veut pas me le donner. Je vais voir le cabinet du juge d'instruction qui me dit non, non, mais c'est au parquet. Je redescends et j'ai quelqu'un qui m'alpague comme ça et qui me dit j'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour mon pays. Je lui dis mais comment ça? Il me dit c'est vraiment n'importe quoi. Il me dit je dis quoi? Ben, il me dit votre affaire, c'est terrible. J'ai honte pour mon pays. Et je lui dis mais vous savez ce qu'elle a demandé, la juge, par rapport à comment dirais-je, à Juncker? Oui, oui, elle a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker. Nous sommes en octobre 2015. D'accord? L'arrestation de Jean-Claude Juncker, l'arrestation de François Bilgen, l'arrestation de Martine Venandy, qui est la 2e notaire. Voilà ce qu'elle a demandé. Je continue. À partir de là, donc, je me dis, bon, on va attendre. J'essaye de voir mon ami et j'apprends qu'il s'est immolé par le feu. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Puisque moi, quelques jours plus tôt, j'avais eu une nouvelle tentative d'assassinat dans la piscine de l'Orient, à Tournai. Vous prenez l'information, vous la classez, mais vous la laissez de côté pour l'instant, parce que, oui, chose très importante quand même que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, après le dépôt en 2014, donc le 4 août 2014, après le dépôt, parce que je ne vivais plus au Luxembourg, donc je n'ai plus régulièrement, mais après ce dépôt, je suis quand même allé voir à la mairie. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'1 an après, ils aient attendu 1 an qu'il ait attendu 1 an pour se suicider, M. François Edenhinger. Et là,
grosse surprise, c'est que j'apprends en fait que M. Zelldinger n'est pas mort le 9 juillet 2010, enfin au mois de juillet 2010, mais le 8 juillet ou le 9 juillet 2009. C'est le 8 juillet 2009, pardon. Et là, je comprends tout de suite ce qui arrive. Le 8 juillet 2009, c'était quasiment au moment où Francis me dit voilà le testament et je vais recevoir la donation prochainement et bien entendu donc je te donnerai ce que je t'ai promis. Donc je comprends bien que M. Zelldinger, il n'est pas mort par hasard. C'est juste après le dépôt. Donc je savais très bien aussi que la juge d'instruction, fort de mon doute sur l'accident, allait forcément enquêter sur une enquête criminelle. On revient donc à 2015. Je ne peux pas voir mon dossier, je ne veux pas vous la faire en longueur, je reviens régulièrement. En mars 2016, je viens tous les mois, mais en mars 2016, enfin on me fait rentrer dans le parquet et là je filme. Et le type qui est en face de moi, donc c'est dans Révélation fracassante d'un lanceur d'alerte, on voit la séquence où le type, il est en face de moi comme ça, et il me dit non, mais il n'y a rien. Je dis mais comment ça, il n'y a rien? Il dit non, il n'y a rien ici, il n'y a pas de... Très bien. Donc je m'en vais, et je le filme. Parce que ça, c'est des preuves que je donnais à la presse. Donc pour montrer qu'effectivement, il y a une volonté délibérée de ne pas faire consulter effectivement le dossier. Vous me dites, effectivement, vous connaissez parfaitement, tout le monde connaît le dossier ici, c'est bon. Je sais très bien qu'on fait du cinéma. Maintenant, ce que je veux, c'est consulter le dossier. Vous me dites non, pas de souci, je reviens demain avec 2 témoins et mon avocat. Ouais, bonjour, monsieur. Ah bon? De quoi, monsieur? De quoi? De protéger des escrocs criminels? Vous avez été dossier, il n'y a que mes plaintes dedans. Il n'y a aucune instruction, vous n'avez rien fait. D'accord. Tel qu'on l'a, vous n'avez rien fait alors? Ouais, je quitte. Vous êtes qui, monsieur? Vous filmez qui, monsieur? Et moi, j'ai pas le droit de filmer ce que j'ai pas découvert? Oui, mais monsieur, moi j'avais l'autorisation de pouvoir bien voir mon dossier. Et dans un parquet indépendant, on aurait dû me montrer le dossier. J'ai vu 2 personnes à l'entrée, c'est tout ce que j'ai pu voir. C'est tout à fait ça, monsieur. Et là, j'ai donc un courrier en recommandé de M. Jeannot Nils, qui est donc avocat général, qui n'avait pas à se mêler de cette affaire, qui dit « Mais vous faites du bruit, vous faites du scandale, je vous interdis la cité judiciaire. » Ah bon. Vous savez, j'avais déjà pas mal de bouteilles. Alors, en revenant d'ailleurs de la cité au mois de mars, en revenant donc de mon... d'avoir filmé en fait ces gens, j'aurai un nouvel acte criminel. Là, ça sera en fait une baramine qui sera sur la route et ma voiture a failli partir dans le décor. Donc, je continue à venir, en fait, après mars 2016, malgré l'interdiction, je continue à venir, tout simplement, donc, à la cité judiciaire, jusqu'au mois d'août, où on m'arrêtera et on me foutra 40 jours en psy. Voilà comment ça s'est passé. À partir de là, ils essayent de me trouver des clous dans la tête, avec un pseudo-expert qui n'en est pas un, qui n'est même pas d'ailleurs inscrit sur le tableau des experts au niveau de la cour d'appel, donc de la cité judiciaire. Donc vous voyez un peu cette organisation mafieuse déjà. Et puis finalement, en première instance, n'étant pas défendu, mal défendu, on arrive à je ne sais plus combien d'années avec un traitement derrière, enfin des trucs à la con. Enfin pas des trucs à la con, des trucs qui en fait voulaient me faire passer pour fou et voulaient me faire passer pour quasiment quelqu'un qui ne voulait pas comprendre. Donc voilà comment on organise les inversions accusatoires, c'est-à-dire que non seulement les coupables ne sont pas arrêtés, mais que les victimes sont traitées de fous et puis de comment dirais-je, d'adjectifs complètement débiles. Moi, je m'en fous, je lâche pas, je sais très bien, puisque je l'ai vu le testament, je sais très bien qu'il existe, donc je continue et en appel, j'ai 1 000 € pour laquelle j'ai été condamné, qui est marqué d'ailleurs sur mon casier judiciaire
luxembourgeois, ils peuvent le mettre où je pense. Hein. Donc, bien entendu, puisque j'estime, bien entendu, avoir été victime d'un déni de justice, il n'y a eu que des dénis de justice. Si je cumulais le nombre d'infractions pénales de cette justice au Luxembourg, on est à peu près à 80. 80 infractions pénales. C'est-à-dire que ces gens qui rendent la loi ont fait quasiment 80 infractions pénales. Pour vous dire le niveau de corruption. Donc, je continue à venir, je demande à voir le dossier. J'ai été patient. On est en 2019. Je fais donc, puisque je demande tous les mois quasiment, je demande à voir le dossier, on ne me le montre pas. On ne me répond pas. C'est mon droit de le voir. Puisque je suis partie civile, ça a été recevable, c'est mon droit de le voir. En 2019, je fais donc un courrier auprès de la Cour supérieure de justice, qui est l'équivalent de la Cour d'appel chez nous. Et là, ils doivent statuer. Donc, ils demandent au procureur de statuer. Le procureur d'État, qui n'est autre que Jean-Paul Friising, moi, je ne savais pas qui était Jean-Paul Friising, je savais qu'il y avait un procureur d'État, mais je ne savais pas qui était Jean-Paul Friising. Monsieur Friising dit « Vous n'êtes pas recevable au motif que vous êtes constitué comme avocat et pour le compte de Francis Bach. » Ce qui était complètement faux, bien entendu, puisque je me suis constitué avec le mandat de Francis et pour moi-même, puisque Francis était incapable de faire une plainte, c'était moi qui faisais les plaintes, mais je me suis aussi constitué surtout pour lui et pour moi, parce que tout simplement, lui détenait, bien entendu, ce testament, et que moi, j'en étais également le bénéficiaire. Donc, on avait tous les deux intérêt à agir. Donc, dire que je me suis constitué avocat alors qu'ils ont répondu à 4 avocats, en mentant d'ailleurs, 4 avocats, et dire également que je n'avais pas d'intérêt à agir, enfin que j'étais irrecevable parce que je me serais constitué pour mon ami, c'est complètement ridicule. Enfin, il faut bien voir le mensonge des interprétations de ce parquet. Mais même si effectivement ils ne veulent pas me constituer comme avocat, ils sont obligés, puisque je me suis constitué, qu'il y a eu un travail du juge d'instruction, ils sont obligés de me montrer ce travail. Ça, c'est la loi. Et donc, je fais appel déjà de cette décision. Alors, pour la petite anecdote, on me vole la vidéo qui était sur mon disque dur. Et puis, bien entendu, j'arrive quand même, j'en ai des dizaines et des dizaines de doubles, donc j'arrive à l'en envoyer à mon avocat pour faire appel. Et normalement, l'appel doit se faire le 27 octobre, donc 2019. À partir de là, je demande une date pour pouvoir voir mon dossier. Ils me répondront que le 7 octobre 2019, en disant « Vous avez un rendez-vous le 7 octobre, vous pouvez aller voir votre dossier ». Le 7 octobre, je découvre un dossier vide, mis à part mes plaintes. Il n'y avait aucun travail du juge d'instruction. Vous imaginez l'infraction. Ils ont retiré le travail du juge d'instruction. Ah, on n'est plus dans un pays de droit. Hein. Vous pouvez vous dire que c'est fini là. Là, je dis non, mais il n'est pas question de juger ça. On va pas passer au tribunal le 27 octobre, donc à la chambre de conseil le 27 octobre, pour décider si c'est recevable ou pas. Vous allez me laisser le temps et je vais prendre un avocat qui soit digne de ce nom parce que le mien, il est nul. Là aussi, il y a eu, mon Dieu, je ne sais pas combien d'avocats, tous plus nuls les uns que les autres parce qu'ils ne voulaient pas se mouiller, parce qu'ils avaient les pétoches, faut être clair. Donc, cette affaire traîne jusqu'en 2022, où là, je demande où en est. Alors, je veux savoir si c'est toujours, bien entendu, des faits, à plainte. Je n'avais toujours pas trouvé d'avocat, j'en avais trouvé 2 entre-temps, mais qui se sont désistés parce qu'ils n'ont pas voulu aller plus loin. Donc, je demande où ça en est. Et là, on me donne une date. On ne me répond pas en disant, écoutez, c'est toujours d'actualité. On me dit, voilà, ça sera le 22 octobre. Donc, je suis obligé de prendre un avocat, mais je n'en trouve pas. Le conseil, l'ordre des avocats me trouve un avocat. Il me dit, voilà, on vous donne un avocat. Il m'en avait donné 4 qui n'ont strictement rien fait. Et moi, j'avais épuisé les avocats de la place, donc j'avais des connaissances par rapport à des avocats pénalistes, mais aucun n'a voulu
a voulu intervenir. Alors, soit parce que tout simplement ils avaient un conflit d'intérêts, soit tout simplement parce qu'ils étaient soi-disant trop de travail, soit parce qu'ils m'ont dit bon, on comprend que c'est pourri, on n'a pas envie d'en s'embêter. Voilà. Au moins, ils étaient honnêtes, ceux-là. Et par conséquent, donc, on me donne un avocat, une avocate, qui s'appelle donc Niki Stoffel. Niki Stoffel, alors que je venais de faire 130 km pour aller la rejoindre, me prend 15 minutes. Elle était déjà donc parfaitement au courant de cette affaire. Elle savait parfaitement, parce que j'énonçais donc la culpabilité du grand-duc, je le répète, hein, qui a volé 32 millions et demi. Et là, donc, elle me dit, écoutez, on se reverra, de toute façon, je fais appel, voilà, je vous prends. Qu'apprends-je juste après, en faisant une recherche, qu'elle faisait de la politique. Avec, voilà, sur Facebook. Mais ce que je savais déjà depuis déjà 3 ans, c'est que M. Friesing n'était pas celui procureur d'État seulement, il était le cousin germain de l'épouse de Juncker. Imaginez, conflit d'intérêts. Ça fait partie des 80 infractions. Il n'y a eu que des infractions parce qu'ils m'ont pris pour un idiot en se disant il ne va pas les vérifier, de toute façon il n'est pas luxembourgeois, de toute façon il n'est plus au Luxembourg, parce que voilà, on prend les gens pour des idiots, quoi. Et Niki Stoffel va voir mon dossier, elle trouve le dossier, et elle me fait un mail dans lequel elle me dit écoutez, écoutez, on n'a rien trouvé, il n'y a rien, bon, ils ont tardé un peu, hein, 5 ans. Enfin, depuis qu'elle avait rendu la juge, ça faisait déjà 7 ans. Au pire, vous pouvez demander des dommages et intérêts, enfin des intérêts, même pas des dommages, des intérêts. Et c'est bien ce que vous réclamez, ce qu'on peut vous donner, c'est bien. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Le juge d'instruction a travaillé, ils auraient dû mettre en prison ces gens, et elle me dit, bah écoutez, non, mais c'est comme ça, quoi. Donc je fais une recherche plus poussée. Et qu'est-ce que je découvre? Que Niki Stoffel est au Conseil d'État, tout comme Jeannot Niels. Alors c'est quoi le Conseil d'État? Le Conseil d'État, c'est des gens qui viennent donc faire les lois, en tout cas les approuver, un peu notre Conseil constitutionnel, et qui chaperonne tout ça, et qui nomme les gens au Conseil d'État? Le grand-duc de Luxembourg. Nouveau conflit d'intérêts. Donc je dis, ça ne va pas se passer comme ça. L'ordre des avocats ne veut plus me donner d'avocat, j'en trouve pas, et du coup, en fait, ils jugent. En jugeant, on découvre quand même un document montrant que Francis m'avait donc bien octroyé des avocats, enfin qu'il allait m'octroyer des avocats, et donc que je n'étais pas avocat, bien entendu, depuis le début, il le savait. Mais il juge quand même de l'irrecevabilité. Et donc ma plainte, qui datait de 2014, tombe en mars 2023, pardon, donc quasiment donc 9 ans plus tard, tombe de tout est fait. Personne n'est arrêté, tout va très bien, Madame la Marquise, et bien entendu, donc il n'y avait rien, c'est normal, la juge n'a pas travaillé, elle n'a rien fait. Sauf que, je me dis, puisque c'est comme ça, je vais me constituer tout seul, puisque j'avais le droit de me constituer tout seul, étant donné que j'avais un intérêt à agir. Moi, j'ai encore été bienveillant, c'est-à-dire que je m'étais constitué déjà à l'époque, j'aurais pu me constituer tout seul parce que j'avais un intérêt à agir, et point barre. À la limite, j'aurais dû laisser mon ami de côté, mais je ne suis pas comme ça. Mon ami était dans son délire de penser qu'ils allaient lui offrir quelque chose, alors que moi, je savais très bien qu'il fallait déposer plainte et qu'il fallait poursuivre pour le faire. Ce qu'ils pensaient en fait à l'époque, hein, c'est que je me serais constitué en France. Donc ils ont vite vendu la maison. Donc le procureur d'État a aggravé la situation, c'est-à-dire qu'il a fait vendre la maison alors qu'il aurait dû enquêter sur la possibilité que ce soit un meurtre. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il pensait que j'allais donc saisir un juge d'instruction en France, et le juge d'instruction, au titre des accords de coopération judiciaire, ce juge d'instruction aurait dû demander donc éventuellement des enquêtes techniques, dont notamment celle de voir comment est mort M. Zellninger avec la carabine. Vous savez qu'on peut tracer avec les moyens techniques, hein, on peut voir si c'est un acte criminel ou vraiment un assassinat, enfin un assassinat ou bien entendu donc un suicide. Donc tout ça a été prémédité. Et là, je dis donc, je vais voir un des fils et je lui dis, écoute, moi, je vais me constituer. Mais qu'est-ce qui se passe?
Les enfants m'avaient donné un mandat, hein, donc après la mort du père. Donc j'étais toujours, bien entendu, en action. Ils ne m'avaient pas laissé tomber. Ils m'avaient dit non, non, mais poursuis, on poursuit. Mais ils ne s'en occupaient pas. Moi, j'étais dedans à fond, hein, 24 heures sur 24, donc je connaissais l'affaire. Et donc, j'ai dit, bon, ben, on y va. Il lit les vidéos, il n'était même pas au courant qu'il y avait autant de vidéos, il n'était même pas au courant de toute cette affaire. Il dit, mais tout ce que tu dis est vrai. Donc, il me fait une attestation et il me dit, on continue. Et il demande au parquet de continuer la plainte. Il en avait la capacité. Parce que là, il n'était ni avocat ni machin, c'est le fils. Même si d'ailleurs, entre-temps, Francis m'avait donné un certain nombre de droits supplémentaires. Et depuis, on attend toujours. Voilà, nous en sommes. On est juin 2024 et je n'ai toujours rien vu. Il y a 15 jours, j'ai demandé où en était la plainte criminelle parce que là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que je les ai sollicités non plus seulement sur la donation et le testament, pour lequel d'ailleurs a réitéré son fils que le testament a bien été retrouvé dans le coffre-fort, donc en 2012. Mais aussi et surtout en disant attention, on a eu des actes criminels. Et donc, j'ai listé un certain nombre d'actes criminels dont je suis certain de l'origine luxembourgeoise. Parce qu'il n'y a pas eu que l'origine luxembourgeoise, il y a eu des actes criminels par l'État français, avec M. Hollande et M. Macron, et il y a eu également donc des actes criminels par les services du Luxembourg, par le Grand-Duc de Luxembourg. Il faut être très clair à un moment donné. De même qu'en Belgique, il y a eu des actes criminels faits par la Belgique. Quand on parle de mafia d'État, on parle de mafia d'État. Pourquoi ça regarde tout le monde? Ça regarde tout le monde parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on a nommé Juncker alors qu'on savait déjà de 2013. Hollande savait dès décembre 2013, puisque vous savez très bien qu'une plainte comme la mienne, qui est déposée au commissariat de police, donc en octobre 2013, commissariat de police de Thionville, qu'en fait cette plainte monte au ministère de l'Intérieur et qu'ensuite elle est versée au Premier ministre et ensuite au Président. On sait, des plaintes, ce qu'on dit sensibles. Donc Hollande était parfaitement au courant que Juncker était un escroc criminel. Soyons clairs. Et bien pour autant, il le nommera donc à la tête de l'Union européenne. Ça s'arrête à un moment donné quand on arrive en 2017, où là, donc, c'est Macron qui est élu. Donc je sollicite Macron, je lui écris même. Il ne me répondra jamais. Quand on voit le personnage aujourd'hui, on comprend un peu. Hein. Mais pire encore, c'est qu'il recevra donc le Grand-Duc de Luxembourg en février 2018 et quasiment 1 mois, 2 mois après, les actes criminels reprendront. Donc on en est toujours là. Cette affaire n'est pas réglée. Ces escrocs criminels sont toujours en liberté et nous n'avons bien entendu toujours rien reçu. Donc on m'a pourri l'affaire. Il faut comprendre. Quand on arrive en 2009 jusqu'en 2024, ben, moi je me dis il vaudrait mieux être escroc finalement que d'honnête citoyen et de décrier la situation. Il faut quand même s'imaginer donc que ça fait 15 ans que ça dure. Voilà la logique qui est suivie. Et c'est ça qui est terrible, c'est que vous vous rendez compte que non seulement vous êtes victime, mais qu'en plus on vous attaque comme si vous étiez criminel. Et que le moindre faux pas, tout est repris pour essayer de vous criminaliser. Alors, si j'ai décidé de parler, c'est parce que tout simplement, il n'y a toujours aucun règlement et que comment ces gens peuvent faire des lois justement en punissant le vol, en punissant les meurtres, puisque vous savez qu'en France, soi-disant qu'on juge au nom du peuple, en France, ils n'ont pas fait mieux pour l'instant, hein, et qu'au Luxembourg, c'est au nom du grand-duc, Henri, qu'on juge. Donc c'est quand même se foutre de la gueule du monde, de recevoir des copies des grosses en disant c'est au nom du grand-duc, hein, pour la paix du peuple, tout ce que vous voulez,
quand on sait qui est à l'origine du vol et éventuellement d'actes criminels. Monsieur Coustet, bah déjà, je vais du coup reprendre la parole et on a fait presque 1 heure où on a écouté votre histoire. Alors vous avez le droit de boire. Elle est complexe, elle est, tordue, elle est incroyable et du coup, pour la dernière partie de ce témoignage-là, je vais, aller sur des axes avec vous qui m'ont semblé essentiels pendant que j'ai écouté votre histoire et je voulais qu'on revienne sur l'axe de la justice et de la criminalité. L'affaire, elle met en lumière de graves dysfonctionnements, en fait, dans le système judiciaire et notarial. Comment ces gens arrivent à s'en sortir avec, des documents officiels qui sont sous leurs yeux? Enfin, naïvement, parce que je me doute que c'est tout est une histoire de piston, de voilà, de mafia d'État, comme vous avez su nous dire. Le dysfonctionnement au niveau de la justice et en corrélation avec cette criminalité, Regardez, je vais prendre les 3 premières années. En 2009, le notaire doit remettre la donation. C'est pas en 2009 qu'il devait remettre la donation. La donation, elle aurait dû être remise depuis 2006 pour Francis. Donc déjà, il attend 3 ans. Il donne toutes les excuses du monde en disant que mon ami va partir, il est français, il va pas rester au Luxembourg, alors que lui, il rêvait d'aller au Luxembourg. Il dira que il manque une signature. Donc déjà, il attend 3 ans, avec derrière des choses. Donc déjà, l'officier public, lui aussi, il est véreux. Déjà, premièrement. Ensuite, deuxièmement, en 2009, quand il doit recevoir cette donation, l'officier public, donc le notaire, ne fait rien. Lui aussi, il devrait être en prison depuis très longtemps. En 2011, au moment où le premier notaire aurait dû acter définitivement la donation, il ne le fait pas. Il prend sa retraite. Pourquoi il prend sa retraite? Il prend sa retraite parce que il sait que cette dame a eu un accident, un acte criminel, et il se dit qu'elle est déjà sortie, puisque on est en octobre 2011, donc la notaire est déjà dans la maison de retraite, la veuve est déjà dans la maison de retraite, donc il se dit elle va s'en sortir. Je ne tiens pas à être celui qui va rééditer la donation, parce que là, ils vont la tuer. Et là, je suis complice d'assassinat. Il savait déjà que François Eisenbinger était mort d'un assassinat. Donc, puisque c'est lui qui a prévenu en disant attention, j'ai fait le testament maintenant. Hein. Donc, soit si vous l'éliminez, soit vous l'éliminez, soit vous rendez l'argent. Vous ne prenez pas l'argent. Alors, la justice intervient seulement à partir de 2011, quand la donation est faite. 2012, pardon, quand la donation est faite. Mais attention, je préviens par une première plainte la justice en disant que c'est très bizarre que cette dame soit droguée. Première plainte au parquet, une rionnée. Deuxième plainte au parquet général. Cette plainte a été détournée. C'est pour ça qu'il n'en avait pas connaissance. C'est-à-dire que le propre secrétaire détourne la plainte de son procureur général pour la mettre dans sa poche et la remettre donc à François Bilgen, qui est à l'époque ministre de la Justice et qui veut régler les affaires sans passer par la justice. Mais c'est bien la justice qui a détourné sa plainte. Alors, attention, hein, attention. Troisième critère, c'est qu'en 2013, quand Robert Beaver donc, découvrira la plainte, il découvre aussi que 52 personnes du parquet ont touché de l'argent. Donc quand on parle de corruption, vous imaginez la corruption qu'il y a pu y avoir dans cette affaire. Tout le monde a été rincé. Quel était, j'allais dire, leur motivation? Alors leur motif, c'est très clair. Leur motif, c'est qu'il ne fallait pas qu'un Français hérite au Luxembourg. Ça, c'est clair. Il ne fallait pas qu'un Français et un ouvrier puissent hériter. Donc, ils avaient des vues sur cette fortune en disant elle va rester au Luxembourg. Ce qu'on oublie de dire d'ailleurs dans cette affaire, c'est qu'il y a 2 terrains dont j'attends toujours l'identification de ces 2 terrains, qui ont été faux publics, qui ont été donc gribouillés de telle manière à ce qu'ils n'appartenaient même plus à la famille. Donc les journalistes qui sont allés voir éventuellement sur le cadastre,
ne pouvaient pas voir que ces terrains appartenaient aux Useldinger. Vous imaginez quand même? C'est ça en fait qui moi qui me rend fou, c'est en termes de médias, est-ce qu'il y a des médias qui se sont intéressés à cette affaire? Est-ce que vous avez été voir des médias qui ont pu, je sais pas, investiguer sur ce genre de Mais les médias s'arrêtent tout de suite. Les médias internes, les médias qui auraient pu le faire le plus consciencieusement possible au niveau donc du Luxembourg, ils ont très peur. Ils savent déjà que le grand-duc est mêlé, donc ils veulent travailler eux encore. Donc ils font rien. Quant aux médias étrangers, ils n'ont pas d'appui au Luxembourg. Il y a eu Denis Robert qui m'avait envoyé quelqu'un d'autre d'ailleurs, comment il s'appelle, Gatineau, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, il me dit, non, non, mais votre testament, il n'est pas là, il n'est même pas enregistré, donc terminé, au revoir. Parce que le notaire ne l'a pas enregistré. Ils avaient déjà l'intention de gruger Francis. Si je n'avais pas remué ciel et terre, alors que lui, il était là, oui, ça va arriver, il n'y aurait jamais rien eu. Aucune trace de leur malversation. Ça avait été bien organisé. C'est une bande mafieuse criminelle organisée. et à l'heure d'aujourd'hui, le testament, est-ce qu'on sait où il est ou pas du tout? Mais il est au parquet, bien sûr. Puisque quand la police a percé le coffre-fort, la police a pris le testament et l'a amené au parquet. Et chose plus grave, c'est que la veuve est morte en 2020, décembre 2020. Normalement, ce qui se passait à ce moment-là, le parquet avait le testament. Il aurait dû signifier non plus mon ami qui était décédé, mais les enfants et moi-même. C'est pas ce qu'il a fait. Ils ont laissé vendre, j'allais dire, la maison par l'Ancien Testament qui avait été fait en 2007, comme si c'était le seul, pour une SPA. Donc quand je parle d'organisation mafieuse, on est en plein dedans. Et je ne vais pas plus loin pour l'instant parce que c'est sous enquête, on va dire. Ça, je pense. Mais ce qui est très grave, c'est qu'effectivement, donc, 2 terrains ont été faussement enregistrés. Ce sont des faux enregistrements publics. Tout va bien, maman. Il n'y a rien. 80 infractions, j'ai relevé. 80 infractions. C'est plus un pays, c'est une république bananière. C'est un État bananier. Évidemment. Mais jusqu'à présent, on s'arrange entre Luxo, on fait ce qu'on veut, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est eux-mêmes qui le disent. On s'arrange. Attention, il y a des grosses batailles. Hein. Mais là, c'était un petit Français qui plus est ouvrier. Pourquoi d'ailleurs, je dis que l'affaire commence bien avant 2009? Parce que moi, je commence à avoir des problèmes dès 2006. Ils ont eu des vues sur cette dame dès 2004. Pourquoi 2004? Parce que 2004, c'est Yvonne, donc la légatrice, donc la famille qui lègue leur fortune. Il y avait un couple, hein, François et Yvonne Zedinger, qui ont décidé de léguer leur fortune à Francis Bach, qui était l'héritier en titre au départ, puis après qui a donné sa fortune, qui a donné un... Bon, bref. Au moment où ils le font, ils ont des terrains et ils ont des valeurs mobilières. Après, tout disparaît. Bien sûr que le juge a retrouvé les terrains. Pour ça que le juge, d'ailleurs, a demandé l'arrestation de François Abidjan, de Jean-Claude Juncker, parce que lui, il a réussi à enquêter, il a retrouvé les terrains. Parce que même si on peut faire des faux d'enregistrement public, on sait très bien comment retrouver les terrains. Et c'est ça qu'elle avait, d'ailleurs. Il n'y avait pas que ça qu'elle avait, certainement. Il y avait d'autres choses. Mais elle avait, bien entendu, toutes les traces également. Des comptes bancaires, toutes les traces de ce qui avait été volé, des valeurs mobilières et des valeurs immobilières, ainsi, bien entendu, que les terrains en cours. Tout a été effacé. Comment un pays qui se déclare dans l'Union européenne peut, de manière étatique, enregistrer des choses qui ne leur appartiennent pas? Et surtout que qui est le bénéficiaire aujourd'hui? La mairie de Luxembourg. Et qui était maire au moment où ces faux se font? Xavier Bettel. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est que j'arrive pas à comprendre le lien qu'il puisse y avoir entre ce couple luxembourgeois. Est-ce qu'ils avaient une proximité? Parce qu'on voit que ça a une importance, du coup, que ça implique le côté Union européenne. Vous nous parlez de Juncker qui est du coup, l'ex-président de la Commission européenne, si je dis pas de bêtises, hein. Quel est le lien entre, heu,
ce couple, est-ce qu'ils avaient un statut spécial, ce couple luxembourgeois, ou est-ce que c'était des gens lambda, quoi? Non, ce pas des gens lambda. Déjà, il y a une histoire. C'est des gens qui ont eu, en tout cas, des soucis, qui sont mariés très vieux. Yvonne Useldinger a sauvé pas mal de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui vaudra d'aller en prison à Trèves pendant pratiquement 1 an, entre 44 et 45. D'accord? Il y a déjà un lourd. Ils n'auront pas d'enfants. Mon ami est un très très bon ami. Elle le considère comme son fils, Yvonne. Ils se connaissent depuis plus de 35 ans. Il lui a fait pas mal de choses, c'est-à-dire, en fait, il lui faisait des repas pour ses amis quand elle recevait des gens. Mais les Useldinger, c'est pas n'importe qui. Lui était ce qu'on appelle le premier conseiller auprès du gouvernement. C'est-à-dire que déjà, il était politiquement, en tant que fonctionnaire, il était politiquement. Et il était dans le parti de Jean-Claude Juncker, ce qu'on appelle le parti des Noirs, le CSV. D'accord? Donc, il lui avait remis au tout début de sa carrière, il l'avait lancé, Juncker. Donc, ils se connaissaient. Et pour eux, si vous voulez, quand ils ont donné, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient plus penser, peut-être même hériter, Juncker, j'en sais rien, mais à mon avis, ils le pensaient. Mais ils connaissaient ces gens, ils connaissaient leur fortune. Il faut savoir que les hommes politiques au Luxembourg ont tous eu un mandat, pratiquement tous, y compris d'ailleurs Xavier Bettel, d'administrateur général dans les sociétés bancaires. D'accord? Toucher des royalties dans les sociétés bancaires, enfin dans les banques, en tant qu'administrateur général. Donc, si vous voulez, ils connaissaient le couple Useldinger, ils connaissaient sa surface, et donc ils se sont intéressés à ces gens à partir du moment où ils sont vieillis. Et en 2004, Yvonne Useldinger a remis une bibliothèque entière de droit du travail, qui coûtait très cher, à la bibliothèque donc nationale luxembourgeoise. À l'époque, celui qui était ministre de la Culture et du Travail, c'était François Bilgen. Et donc, ils ont eu une vue sur ces gens. Ils connaissaient la fortune de ces gens. Ouais, effectivement, ils connaissaient, ils avaient un lien, et puis ils voyaient un peu le truc de loin, quoi. Je n'ai pas précisé une chose qui est importante, Jérôme. Ils sont 400 000 au Luxembourg. C'est presque un bourg, quoi. Ils se connaissent tous entre grandes familles. Ils se connaissent tous. Ils vont à la chasse ensemble, ils font les repas ensemble. Toutes les grandes familles luxembourgeoises se connaissent. Ouais, effectivement. Et puis le Luxembourg, c'est aussi, si je dis pas de bêtises, une grosse plateforme d'évasion fiscale aussi, le Luxembourg, hein. En tout cas, il prétend, bien sûr. Enfin, bon, c'était des pays comme la Suisse qui avaient le secret bancaire. Donc voilà, il s'est passé des opérations qui étaient sous secret bancaire. Du coup, moi, j'aime parce qu'en fait, cette affaire, elle peut concerner tout le monde, en fait, en vérité. Quand on entend, en fait, un peu l'histoire qui est la vôtre, je me dis que ça peut arriver, alors, au-delà d'avoir des grosses familles entre elles qui ont de l'argent, au niveau politique et au niveau européen, ça peut vraiment, toucher vraiment n'importe qui, quoi. Parce que vous êtes, enfin, excusez-moi pour ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, mais par rapport à ces grosses familles, on est des gens lambda, vous et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis que ça peut toucher tout le monde. Je suis un mec ordinaire, bien sûr, mais ordinaire, ça ne veut pas dire con. Ça veut dire tout simplement que vous non plus, d'ailleurs, vous ne l'êtes pas con. Donc, en fait, si vous voulez, le problème qui se trouve, c'est que ces gens-là font des lois pour les autres, mais pas pour eux. Et quand vous dites ça concerne l'Europe, bien sûr que ça concerne l'Europe. Comment voulez-vous avoir confiance si un pays ne respecte pas le droit? Comment voulez-vous avoir confiance dans un pays qui non seulement, donc, pas un pays d'ailleurs, des gens qui utilisent l'État à ses propres fins, on en sait quelque chose avec la Macronie, mais quand vous voyez aujourd'hui des gouvernants qui sont tout le temps en train de se mettre de l'argent dans les poches en disant il faut vous serrer la ceinture, on voit comment les gens sont aujourd'hui. Vous avez vu la paupérisation en France, ça n'a jamais été autant aussi visible, autant visible. Comment on peut dire ça donc à des gens qui vivent normalement en étant d'honnêtes citoyens, quand ceux-là même qui font les lois ne les respectent pas? Moi, ce que je trouve aberrant, si vous voulez, c'est que vous me parliez de justice, on va en revenir à la justice, c'est que ce n'est pas seulement une justice interne, parce que, à la limite, ils sont un petit groupe et ils tournent entre eux.
c'est que j'ai sollicité la France, qui n'a rien fait jusqu'à présent, y compris sur les actes criminels qui, pour une grande partie, ont lieu en France. Ça, c'est aussi plus grave encore. C'est que la France n'avait même pas d'intérêt direct au départ, et même après d'ailleurs. Elle avait juste l'intérêt que Juncker devienne président pour pouvoir, bien entendu, avoir une épée de Damoclès sur Juncker si jamais il faisait suer la France ou s'ils n'avaient peut-être pas les donations, les subventions qu'ils attendaient. Donc vous voyez bien que c'est du marchandage et on n'est plus du tout dans l'équité. On n'est plus du tout dans une Europe de partage, comment dirais-je, de culture des peuples. On est juste dans une Europe où on veut cultiver de l'argent. Et maintenant, on s'en aperçoit bien. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec Van der Leyen et puis, comment dirais-je, les commandes qu'elle a faites sur les vaccins qui sont complètement ubuesques, sans avoir le pouvoir, sans en avoir le pouvoir, tout comme Juncker qui est nommé. Ben, personne ne les a élus. C'est là où on voit, si vous voulez, le problème. C'est là où on voit qu'en fait, on essaye de nous faire croire qu'on est en démocratie, mais on ne l'est pas. On essaye de vous faire croire qu'il y a une justice, mais on n'en a pas. À un moment donné, même le plus mauvais des procureurs aurait dû dire eh, stop là, oh stop, ça suffit. Non, ils ont été choisis effectivement pour ne pas faire le travail. Et on ne peut pas dire que j'ai eu une seule procédure impartiale. Voilà. C'est ça qui est important, c'est ça qui est grave. Je n'ai toujours pas de réponse du parquet. Combien de vous me parliez de tentatives de meurtre, est-ce que vous savez à peu près, combien de tentatives, après vous, il y a eu ou pas? Bien sûr, je l'ai listé encore plus prochainement si effectivement ils ne me répondent pas, parce qu'on ne va pas en rester là. S'ils veulent pas effectivement montrer dans ce pays la loi, on va la montrer autrement par l'Europe ou par autrement d'ailleurs. Hein, j'ai déjà dit, les États-Unis doivent se saisir de cette affaire, parce que l'argent est parti aux États-Unis. Il est parti en Suisse, qui n'a rien fait. Ça touche aujourd'hui quasiment 5 pays. C'est ça qui est grave. C'est qu'aucun des pays a réagi pour l'instant. J'ai eu plus d'une vingtaine de tentatives d'assassinat. Et les 3/4 ont eu lieu en France. Il n'y a rien eu. Rien eu. On les a classés. J'ai eu dernièrement donc M. Christophe Mira, il faut s'en souvenir de celui-là, procureur général maintenant, avocat général, je crois, bon, peu importe, auprès du TGI de Metz. Ouais, derrière, il y a le TGI de Metz. Rien. C'est lui qui a demandé au juge d'instruction Franck Vouault. Franck Vouault. Franck Vouault. Voilà, on va rentrer dans un sujet qui est intéressant puisque je viens d'avoir une condamnation là. Pour vous dire comment est la justice même française. Hein. Franck Vouault, donc, est celui qui a été saisi par le procureur de la République de Sarreguemines à l'époque, M. Christophe Mira, au vu de ma plainte qui a été déposée en parallèle du dépôt de plainte avec constitution de partie civile au Luxembourg. Comme j'étais victime à cette période-là de très graves tentatives d'assassinat, je décide également de déposer une plainte auprès du parquet de Sarreguemines pour un certain nombre de délits qui vont être amenés, bien sûr, à ces crimes. Christophe Mira jugera que c'est suffisamment grave pour le confier à un juge d'instruction. C'est comme ça que ça se passe dans une procédure. Hein. Le procureur prend la plainte, s'il estime que c'est recevable, qu'il y a de la matière, il va le donner au juge d'instruction pour qu'il enquête. Monsieur Franck Vouault décidera 1 an plus tard de l'irrecevabilité, au motif que ça concerne le Luxembourg, que c'est pas dans l'Est, que c'est pas ceci, que c'est pas cela. 2 semaines avant qu'il ne juge de l'irrecevabilité, c'est-à-dire de la fin de ma plainte, je lui disais attention, c'est plus une plainte pour délit, mais c'est une plainte pour délit et crime. 15 jours après, la plainte sera terminée, rejetée. Je me reconstitue quasiment 1 mois après. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je me constitue partie civile. J'en entendrai jamais parler de ma constitution de partie civile. C'est-à-dire qu'ils n'en tiendront aucun compte. Plus grave. Là, c'est grave.
là c'est grave. C'est que je me rends compte beaucoup plus tard, parce que vous savez, au début, hein, j'y croyais à ma justice, j'y croyais à mon pays, j'y croyais à tout ça. J'y croyais. Je me rends compte que M. Christophe Mira a été muté 6 mois après, alors qu'il était là depuis 6 ans. Et puis attention, là, procureur général dans les Vosges. Bizarre. Je sollicite le TGI de Sarreguemines, parce qu'il n'y a pas que le Luxembourg, hein. Je sollicite le TGI de Sarreguemines en disant non, mais attendez, vous allez me refaire la plainte. 2016, montrez-moi d'abord le résultat de l'enquête, ils ne veulent pas me le montrer. 2017, je me reconstitue là-bas, donc à Sarreguemines, pour les mêmes faits, hein, en disant maintenant vous allez me faire une enquête criminelle. Finalement, je ferai une nouvelle plainte en 2019 au parquet donc de Metz, et M. Mira reviendra comme avocat général à Metz à cette période-là. Et pendant ce temps-là, M. Vouot, qui était donc le juge d'instruction qui instruisait en France en 2014 à Sarreguemines, lui, il a été muté, promu à Monaco. Alors, vous comprenez bien qu'un juge d'instruction qui passe de Sarreguemines, qui est, soyons clairs, le trou du cul de Grand Est de la France, à un poste à Monaco, là, c'est déjà tendancieux. Mais j'apprends par une vidéo qui a été tournée par M. Julien Garofalo que M. Levrault à Monaco avait relevé un certain nombre d'infractions contre des gens importants de la politique et de la police et l'Europe. M. Levrault sera empêché de faire son deuxième mandat, donc juge d'instruction à Monaco. Vous savez que les juges d'instruction à Monaco sont nommés par la France, hein. Donc en réalité, il est là détaché de la France pour être à Monaco. Donc, M. Levrault ne fera pas de deuxième mandat, il sera même d'ailleurs embêté, mais il a fait son travail. Et j'apprends toujours dans cette première vidéo par Julien Garofalo que M. Vouot est arrivé et a classé la plainte illico presto. Et je dis, mais il a fait la même chose dans mon affaire, parce qu'il ne pensait pas que j'allais regarder des vidéos comme ça. Figurez-vous que M. Vouot, ni une ni deux, moi je porte plainte depuis déjà 10 ans, hein, sur des actes criminels, parfois même des actes criminels avec des photos ou des plaques de voiture. Aucune nouvelle de mes plaintes, hein. Et c'est là où il faut changer la justice. Il n'y a plus de justice, là, en France. Enfin, faut vous rendre compte de ce qui se passe, là. Quand un procureur n'examine même pas mes plaintes, qu'elles sont classées sans suite, dites, là, il y a un vrai problème. Par contre, M. Vouot, lui, en 1 an et demi, il dépose une plainte pour diffamation, la plainte est traitée, Nice la prend. Je montre entre-temps que M. Vouot ne pouvait pas ignorer un nouvel élément qui est encore plus grave, qui montre que ça concerne Sarreguemines. Grâce à un journaliste d'investigation, posait la question justement. Ben non, ils n'en tiennent pas compte. Donc je suis condamné en première instance en injure publique sur une vidéo dans laquelle je dis la vérité. En plus, je suis le seul à être condamné, alors que Julien Garofalo dit tout et est très grossier dans cette vidéo où il accuse tout le monde. Moi, je dis à cette période-là que j'avais fait une plainte contre M. Vouot, toujours par rapport à cette affaire Juncker, et bien entendu que je vais la continuer. Et donc, j'avais vraiment fait une plainte au Conseil supérieur de la magistrature qui me dira « Monsieur Coustet, vous auriez dû saisir le Conseil supérieur de la magistrature dans l'année qui suivait le refus d'enquêter, donc on ne fera rien. » Et quand au TGI, donc je saisis le procureur d'État, parce que je suis motivé, hein, je veux vraiment le poursuivre, hein, au procureur donc de la République, de Sarreguemines, qui dit « Écoutez, c'est peut-être vrai, mais j'enquêterai pas. » Donc, vous voyez, parce que lui, il a l'opportunité de poursuite. Non mais, oh, on est où? Si aussi en France, on n'est pas dans une république classique, on est dans une république bananière. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien qui tourne en ce moment. Enfin, ça doit plus tourner depuis très longtemps. Mais en particulier, la justice est complice. Alors, elle est complice d'autant plus que depuis 2017, M. Valls a signé comme quoi donc la justice était sous l'exécutif. Donc elle est aux ordres de l'exécutif. Donc déjà, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Parce qu'une justice doit être impartiale, doit être indépendante. Elle ne l'est plus. Donc on n'a plus de justice en France. Au Luxembourg, c'est très sensible, et en France, on n'a plus de justice. Avec ça, vous faites quoi?
À un moment donné, on va faire la révolution surtout. Avec ça, on fait du macronisme. Non, on ne fait pas du macronisme. Vous savez ce que je veux vous dire? C'est très important et je pense que vos auditeurs devraient l'écouter et vraiment l'intégrer. Fort Labattu dit 12 signes que nous ne sommes plus en démocratie. Et toute la Charte des droits de l'homme, comme le traité de Rome, comme un certain nombre de conventions, disent qu'à partir du moment où la justice n'est plus rendue de manière impartiale, il n'y a plus de justice. Tout citoyen peut constituer un tribunal. À partir du moment où j'estime que M. Macron n'a jamais été élu, mais que ce sont les logiciels, et encore une fois, j'ai dit attention à demain, comme Dominion, qui ont élu M. Macron, à partir de ce moment-là, et je pense que là, on a une large unanimité de dire on constitue un corps gilet jaune qui est un corps citoyen au-delà des gilets jaunes, qui représente une masse suffisamment importante pour qu'elle soit constitutive, et là, on fait un tribunal populaire. Et on dit à l'ONU, maintenant, c'est nous qui allons rendre le tribunal populaire. Il nous faut une force de police, puisque la force de police, aujourd'hui, elle garde tous ces mafieux. Donc, il faut nous donner une force de police, une vraie, pas celle qui maintient ce gouvernement qui n'en est pas un, qui est un faux gouvernement et qui n'a aucune base sérieuse, fondamentale et reconnue comme indépendante. C'est important ce que je dis. Il faut que les gens mûrissent ça. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en droit, nous sommes en droit en tant que citoyens. Alors moi, j'ai déjà quitté, hein, je sais comment je vais faire, mais pas comme ça. En tout cas, vous êtes en droit aujourd'hui de vous constituer un groupe suffisamment important, 5 000, 10 000 personnes. Il dit non, mais vous ne rendez plus la justice. Elle n'est plus objective. Enfin, il faut quand même vous imaginer d'être condamné, alors même que vous dites la vérité, le seul à être condamné, alors que vous êtes le seul à dire la vérité, preuve à l'appui. C'est quoi cette justice? Là, il faut se révolter, c'est-à-dire aller là-bas avec les armes. On va la rendre nous-mêmes, la justice, à un moment donné. Il faut être très clair. Et si la police actuelle, qui est entre deux feux, hein, soyons clairs, ils sont ni pour ni contre. Hein. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont démissionné, beaucoup qui se rendent compte de ce qui se passe. C'est plus leur métier. Eux, c'était de sécurité, la paix, être gardien de la paix, ni plus ni moins. C'est pas de faire des opérations au mot, ni de faire des opérations à l'envers. Comment dirais-je, le rempart de ces gens qui sont une bande mafieuse, hein, qui continuent, mais qui ne s'étonnent pas un jour de voir les gens se rebeller et éventuellement d'être partie de faire partie de la masse de ceux qui auront des soucis ou même des soucis à rendre devant de haute trahison, hein, devant une cour de justice d'exception. Hein. Il faut y penser. Hein. Effectivement, de toute façon, en étant une société où la base est déjà moisie et hyper violent avec le peuple, il faut absolument pas s'attendre à ce que le peuple soit docile avec eux quand le vent va tourner. Je suis assez d'accord avec vous sur ça. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en droit, vu que la Constitution n'est plus respectée. Alors, je vais aller même plus loin, ça va plus loin que Macron. Hein. Ça va depuis 2008, en fait. À partir du moment où les Français avaient dit non à la souveraineté européenne, et que le non l'a emporté, et que pour autant, M. Sarkozy de l'époque a décidé de faire le traité de Versailles, elle est morte, notre Constitution. Pour finir cette interview, qu'est-ce que vous attendez, après tout ça, de votre affaire? Je vais vous dire très simplement. Soit il me donne quelque chose là maintenant, au niveau du Luxembourg, très vite, il me donne des réponses. Soit c'est la CPI pour tout le monde. C'est très clair. CPI ou une cour de justice internationale. Je vais demander à ce que les juges et procureurs, y compris en France, soient jugés pour haute trahison et surtout pour déni de justice, complicité aujourd'hui. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça va plus grave que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous faites une plainte, ça va. Quand vous en faites 10, M. Mira, c'est la prison à vie. Parce que non seulement, si vous voulez, M. Mira est allé dire qu'il ne va pas réenquêter, mais c'est le même qui avait voulu enquêter, qui n'a pas fait son boulot, qui a été muté promu, qui a été deuxième fois muté promu, et qui aujourd'hui ne veut plus enquêter sur une enquête criminelle. C'est quoi ça, sinon qu'une association de malfaiteurs? Article 450-1 du Code pénal. En bande organisée, 132-71. On peut les lister. Quant à M. Bouot qui dit non, mais c'est du Luxembourg, je lui ressors l'article 113-2 du Code pénal, qui préconise quoi? Qui dit que à partir du moment où il y a des moyens techniques, des moyens de transmission, des moyens qui fait que c'est arrivé sur le sol français, et il est en droit d'enquêter. Donc en réalité, même par le code pénal, il ne le respecte même pas. C'est pour ça que je dis qu'on a vraiment aujourd'hui un problème au niveau de la justice. Mais pas seulement que de la justice luxembourgeoise, également de la justice française. À un moment donné, ils auraient dû enquêter. Ils ont tous peur. Qu'est-ce qui aurait pu faire marcher
l'enquête? Les médias, ils y arrivent. Les médias, c'était quoi? C'était de dire, voilà, ne serait-ce qu'une ordonnance de consignation contre un monsieur, contre Jean-Claude Juncker. Vous pensez bien que n'importe quel juge qui, bien entendu, ouvre une ordonnance d'enquête, c'est-à-dire une enquête criminelle en plus, hein, c'est marqué noir sur blanc. Hein. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut continuer à faire un exercice comme le président d'une commission européenne, donc gouverner 26 pays en quelque sorte, en faisant l'objet d'une enquête criminelle? Même s'il n'est pas coupable, il doit bien entendu sortir du sérail et mettre quelqu'un d'autre à la place, parce qu'il a fait l'objet d'une enquête criminelle. Bah, c'est un peu le même problème que Dupond-Moretti qui est ministre de la Justice alors que lui-même est dans des affaires, voilà, si je peux prendre un équivalent, hein, un petit peu, mais il devrait, non, effectivement, vous avez raison, il ne devrait pas être à son poste pour, continuer à faire, enfin, à occuper ce poste pour continuer à faire ce qu'il fait. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec vous. C'est pas seulement clair, ça dit que c'est une obligation. On ne peut pas être juge et partie, si vous voulez. Tout, c'est comme ça. Donc, c'est là où, si vous voulez, ça devient très, très grave. C'est que là, on s'en fout, on dit, oh, le petit Coustet, on s'en fout. Mais le petit Coustet, il va faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et pas dans très longtemps, hein, ça va être la cour de justice pour tout le monde. Et si ça va pas, je l'ai dit, on fera un tribunal populaire, on jugera et on demandera l'exéquatur à l'ONU ou à une instance supranationale qui a les pouvoirs de le faire. Et ces juges qui pensent aujourd'hui être couverts par leur hiérarchie ne le seront pas du tout. Vous pensez qu'il y aura des appuis, enfin, moi j'entends ce que vous me dites, mais avec quel appui du coup? Pour un tribunal populaire, plus ci, plus ça? Si vous me dites qu'ils sont organisés comme une mafia, et qu'ils sont, très, enfin, on va dire, les tentacules quoi, la pieuvre, ma question c'est avec quel appui, vous allez, réussir à faire tout ça? Mais alors, écoutez, quand vous parlez de pieuvres, c'est un peu ce qu'on entend tout le temps en disant, mais ils sont très forts. Oui, oui, enfin, ils sont bons. Voilà. Ils sont juste couverts, pour l'instant. Or, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus d'État. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Il n'y a plus d'État. Donc, déjà, on devrait reprendre en main, refaire notre Constitution, puisqu'elle n'existe plus. Hein. Depuis 2008, alors, déjà en 58, elle avait été galvaudée, mais là, elle n'existe plus du tout. Depuis Sarkozy, en 2008, elle n'existe plus. Donc déjà, si vous voulez, toutes les lois qui sont votées sont caduques, sont annulées, de fait. Ni légales, ni légitimes. Donc, il faut bien comprendre le droit. Hein. C'est une logique qui est pas certaine, mais qui, en fait, entraîne, à chaque fois que vous mettez un petit cliquet, l'avant-droit réside. Alors, ceux qui auraient dû faire leur travail quand on a une justice comme ça, parce que c'est déjà arrivé des affaires comme ça, ce sont les médias. Bis repetita pour les médias. Comment se fait-il que les médias mainstream n'en parlent pas? J'ai fait 23 pages de médias mainstream. Je les ai quasiment tous avertis, en leur envoyant l'ordonnance, en leur envoyant plus parfois de documents, ou même des enregistrements pour montrer que tout ce que je disais, c'était crédible, et vrai, authentique. Aucun n'a daigné donner suite. Aucun. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que vous voyez bien ce qui se passe dans le Covid. Est-ce qu'on entend parler des effets secondaires au niveau, donc, d'un quelconque média mainstream? Si de temps en temps, allez, parce qu'on a envie de balancer, mais on a quand même eu le Chypre hein, qui a dit, mais les cons là, qui ne se vaccinent pas, il faut les faire venir avec 2 flics. Je parle pas de Barbier. Je parle pas de Martin Blachier. Ils sont où ces gens? Je parle pas de Véran, Salomon qui allait tous les jours à la télé pour dire il y a eu un mort. On se foutait de savoir de quoi il était mort, mais il y avait un mort, donc il fallait le citer. Il faut comprendre la période. Et quand vous êtes manipulé comme ça, les gens, bon, peut-être qu'ils ont pris pour certains ont pris du recul, mais on est effectivement aujourd'hui dans des, comment dirais-je, des gens, dans des fondamentaux. On parle d'État, mais on est dans un état de déliquescence avancé. Et ça veut dire qu'en fait, c'est à nous, citoyens, de reprendre les rênes et de le reprendre pour un tribunal d'exception pour ces gens-là, en tout cas, d'exception sur les présidents de la République, j'entends, de tout ce qui s'est passé depuis des années. Et puis derrière, un tribunal d'exception aussi par rapport à la justice aujourd'hui. Moi, j'attends hein, qu'un juge me montre un vrai travail, pas un travail à charge. Parce que je les vois rôder, les policiers. Eux, ils veulent pas savoir la vérité, ils la savent, ils savent très bien que je dis la vérité. Mais ils veulent savoir comment je connais le renseignement. C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir comment vous allez les arrêter, ces gens-là. C'est eux qui ont volé, c'est eux qui ont tué, c'est eux qui me font suer depuis 14 ans, qui rentrent dans mes mails pour m'empêcher de bosser, qui essayent de me buter, qui essayent effectivement de m'isoler. Faut voir ce qui s'est passé au niveau administratif.
au niveau judiciaire. Pourquoi je vais en parler à tout le monde? Pourquoi ça peut vous concerner? Parce que ça concerne la numérisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu seulement un acharnement policier, un acharnement de justice, en faisant très attention, hein, parce qu'ils font tous très attention. Parce qu'ils savent très bien que le retour de bâton, c'est directement à la prison, vous comprenez? Donc, pas trop de traces quand même. Hein. Ils ne cherchent pas à savoir la vérité. Ils cherchent à m'ennuyer. Je devais faire mon passeport est volé, je refais un passeport, je ne peux plus faire de passeport. Il faudra que je menace pour avoir un passeport. Je demande une carte d'identité, je suis à l'époque à Tournai, je n'ai plus de carte d'identité au bout. Je recevrai ma carte d'identité 9 mois après. On me vole mon permis de conduire, puis après on essaye de m'arrêter. Ça, c'était le 4 août 2015. C'est que ça. On ne veut pas me rendre mon permis de conduire. On fait un faux en écriture publique auprès du procureur de Boulogne-sur-Mer pour ne pas me rendre mon permis. Le nombre d'infractions, que ce soit au Luxembourg, en France, c'est phénoménal, par des gens ayant autorité d'État. Il faut quand même le comprendre, ça. Et donc là, vous vous dites, on n'est plus dans un état de droit. C'est fini. Vous pensez que j'ai eu les médias, je l'ai signalé 10 fois aux médias. Il n'y a rien, il n'y a aucune enquête, il n'y a rien. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'ils ont peur pour leur avenir. Donc ça veut dire que la charte de Munich, qui s'assied dessus. L'UE aurait dû réagir. J'ai amené un certain nombre de preuves et j'ai écrit à l'UE. J'ai écrit à Olaf, j'ai écrit au GAFI, j'ai écrit au CRF, c'est-à-dire le Centre de recherche financier. J'ai écrit à Interpol, j'ai écrit à... Rien. On ne m'a rien donné. C'est ça qui est encore plus grave. C'est-à-dire qu'on vous fait des belles lois en disant, attendez, la Suisse a le mobile du crime, parce que l'argent est parti par la Suisse, pour ensuite être dispatché ailleurs. Aucune réponse de la Suisse. Et à l'heure d'aujourd'hui, quels documents avez-vous en votre possession pour, j'allais dire, voir soit les contrer, soit affirmer qu'il vous reste des choses, vous voyez, qu'ils n'ont pas tout volé ou alors qu'ils n'ont pas tout fait disparaître? Est-ce qu'il vous reste des choses de votre côté? Mais Jérôme, alors écoutez, c'est bien de le dire, vous avez raison de le dire. En réalité, il faut savoir qu'une fois, quand ils ont fait ces virements restent à vie. Un virement SWIFT, vous pouvez le trouver sur n'importe quel SWIFT, qu'il soit français, qu'il soit américain, qu'il soit suisse, qu'il soit... Je veux dire que même s'ils les ont détournés, une trace est une trace. Vous comprenez? Donc, vous avez raison de la poser, parce qu'on va reposer la question dans le sens inverse. C'est pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que cette trace indélébile, vous entendez, prouverait tout de suite les culpabilités des uns et des autres. Ben non, ils ne font pas. On aurait mis tout de suite les deux notaires, parce qu'elle aussi, hein, Martine Vélandi a mis plus de 4 millions d'euros en Suisse. Tout ça, on le sait par le procureur. Il y a eu une première enquête par le procureur général en 2013. Il signe, mon ami signe, comme quoi il ne portera pas plainte et qu'on va leur rendre l'argent. Donc on connaît tous les montants. Et ils les ont. Mais le parquet le met sous forme. Alors, le premier procureur d'État, Jean-Paul Frieding, qui devra finir sa vie en prison, sa retraite, il doit la passer en prison. Parce que là, c'est plus du déni de justice. Parce qu'il est même allé faire de la diffamation non publique à un avocat en disant « Mais il n'y a rien, Coussi, il invente, il n'y a rien !» Vous imaginez quand même. Faire croire également qu'il n'y a jamais eu d'avocats qui lui ont demandé des preuves, qui lui ont demandé de voir le dossier. Jean-Paul Frieding est complice à 200%. Il doit aller en prison. C'est pas seulement, j'allais dire, aujourd'hui, des gens qui ont volé, tué, et puis voilà, ramassé. C'est de dire, tous ceux qui ont participé à ce manège depuis 15 ans doivent aller en prison. Parce qu'ils sont associés, ils sont devenus complices. Et donc, je demande aujourd'hui, puisqu'ils ne veulent pas régler le litige, puisqu'ils ne me répondent pas, je demande l'arrestation de Martin Soloviev au Luxembourg, qui est procureur général. Je demande l'arrestation de Jean-Paul Frieding et de Georges Olval, qui s'est foutu ma gueule quand on a fait effectivement donc l'irrecevabilité en 2023. Il dit non, mais il n'est pas avocat, et puis il s'est constitué comme avocat. À quel titre il a vu avocat où? Nulle part. Je me suis constitué comme plaignant. Je me suis constitué comme victime. Jamais comme avocat. C'est parce que Francis, il était mon conseil. Il disait des conneries, Francis. De toute façon, il en a dit plus d'une connerie. J'étais pas son conseil, j'étais simplement celui qui partageait. On est co-créancier dans cette affaire. Et il m'a mis dans une merde noire.
à cause de ses conneries, à cause de son laxisme. Le pauvre, il en est mort, immolé par le feu quand même. Mais dans cette affaire, il y a un enfant de mon côté qui est mort, 2 autres qui sont nés avec des malformations, également un homme qui s'est soi-disant suicidé, il est plutôt une tentative sur la veuve d'assassinat, 2 tentatives sur Francis et la deuxième a été bonne. Ceux qui sont à l'origine non seulement du déni, ceux qui sont à l'origine non seulement de ces faits très graves, qui essaient de retenir la donation, de retenir le testament, de ne jamais, bien entendu, montrer la vérité. Ces gens-là, il faut qu'ils aillent en prison. Parce qu'on ne peut pas dire aux citoyens lambda, monsieur, vous êtes en infraction, on va vous condamner pour des conneries, pour une injure publique, alors que le mec, il n'a pas travaillé. Ou il a travaillé, mais il n'a pas fait son boulot. Je parle de Franck Vouot. Et puis de l'autre, dire, non mais monsieur Coustet, arrêtez de nous dire, on le sait, hein, qu'ils ont volé, qu'ils ont tué, mais bon, vous comprenez, c'est des politiques. Les politiques sont censés être élus par nous, représentés par nous, avoir un mandat. Ils ne sont pas censés être intouchables quand même. Ils devaient être encore plus respectueux de la loi. Ils vous ont dit ça? Ils vous ont dit ouvertement ça? Non, ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est ce que ça veut dire. Non, ben non. Non, mais vous voyez par les condamnations, la condamnation dernière, si on était dans un état de droit, le juge Vouot, c'est quoi? C'est non seulement il a fait une plainte dilatoire, parce que ce que je dis est vrai, mais en plus, il en sort gagnant. Donc ça veut dire qu'on a une justice à l'envers. Le tribunal de Nice, tribunal correctionnel, dont j'ai pas toujours pas le délibéré avec les noms des gens, parce que l'avocat ne veut pas l'envoyer, parce que je citerai les noms des gens. Ils doivent être nommés. Il faut faire une liste de tous ces magistrats qui n'ont pas fait leur travail. Déjà, rien qu'à Arras, il y en a 2, Hugues Bérem et Bourdelle. C'est prison également. Il faut que ces gens sachent qu'ils iront tôt ou tard en prison. Alors, pour l'instant, ils se protègent, pour l'instant, ils s'en foutent en fait. Parce qu'ils se disent, de toute façon, on craint rien. On est couvert par la hiérarchie. Ça, c'est débile. Ils ne seront jamais couverts par la hiérarchie. Ad vitam aeternam. Bon, monsieur Coustet, je vais, vous arrêter là parce que ça fait déjà 1h43 qu'on est à l'antenne. Je vais, moi, vous remercier d'avoir, répondu à l'appel de React One. J'espère avoir, assez, enfin m'être tu assez pour pouvoir vous laisser vous exprimer sur la chaîne et raconter votre histoire. On va suivre. On va suivre ça, on va vous suivre, sur cette histoire-là. On va essayer de voir, ce qu'il en est pour vous, où est-ce que ça en est. Peut-être donner de temps en temps des nouvelles aux gens qui nous écoutent et Bien puis, sûr. je vais vous laisser, le mot de la fin avant de conclure. Alors, je vais juste terminer. Pourquoi ça vous concerne tous? C'est qu'on a utilisé tous les moyens administratifs, judiciaires, policiers, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont comme données sur vous, y compris les données bancaires. À un moment donné, j'avais même plus de quoi manger, alors que j'avais de l'argent sur mon compte, au motif qu'ils ne voulaient pas que je retire mon compte, parce que mon passeport était périmé, alors qu'ils avaient déjà eu quand je me suis constitué. Donc, ils ont voulu effectivement couper les vivres. Donc, demain, avec l'euro numérique, et demain, avec toutes les données qui capitalisent sur vous, ne serait-ce que par le téléphone, et ben demain, le jour où vous n'êtes pas sage, le jour où vous n'obéissez pas à cette matrice, et ben vous ne pouvez plus rien faire. C'est ça le mot de la fin. Et je l'ai vécu bien avant vous, puisque quand ils m'ont bloqué les comptes, notamment bancaires, en Belgique, par la Bipost, on est en 2015, d'accord? Et quand on parle du revenu universel aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, on parle également du fait que quand les gens ne seront pas sages, on leur coupe les vivres et puis vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Et quand on parle du revenu universel également, on parle aussi de la façon dont vous allez pouvoir dépenser vos euros. Ça vous concerne parce que vous voyez bien que M. Juncker est arrivé jusqu'à la présidence de l'Union européenne sans jamais être inquiété, ni par l'Europe, ni par sa justice au Luxembourg. Et il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc ça ne peut plus durer. C'est tout. Monsieur Coustet, merci beaucoup. On vous réinvitera sur la chaîne avec plaisir pour en discuter. Je vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir répondu à l'appel de React One et puis de vous avoir, voilà, d'avoir pu au moins vous laisser vous exprimer sur votre histoire. Ciao, ciao. Ciao, merci de m'avoir invité. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Les amis, j'espère que cette interview vous a plu. Effectivement, elle était longue, très longue et très enrichissante. Je remercie très particulièrement Monsieur Coustet d'avoir accepté de répondre à notre invitation. J'espère que cette interview vous a enrichi personnellement et a amené une plus-value
à votre expérience et à votre connaissance. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour bien entendu beaucoup plus de contenu à l'avenir. Si vous pensez que notre travail mérite d'aller plus loin et que vous avez la possibilité de nous aider financièrement, n'hésitez pas, vous avez dans la description un lien qui vous emmène vers une page Tipeee afin de pouvoir faire un don à React One. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao les amis.